Loser Boy tombe amoureux d'une fille magnifique et un jour, il reconnaît son animal de compagnie errant dans la rue. Mais alors que Truck Coon s'apprête à frapper, il saute pour les sauver tous les deux au lieu de se faire heurter. Il chute d'une falaise pour se retrouver à recommencer sa vie depuis le début. Un garçon blessé, perdu et confus, court pour sauver sa vie, poursuivi par des monstres qui le talonnent de près. Il n'a aucune idée de ce que sont ces créatures, mais il parvient à esquiver un coup de poing qui l'aurait presque certainement tué. Pendant un instant, il parvient à mettre une certaine distance entre lui et les monstres, jusqu'à ce qu'une fille mystérieuse lui attrape soudainement le bras et le tire derrière un rocher. Après quelques secondes tendues, il semble que les monstres soient partis. Le garçon la remercie de l'avoir sauvée, mais remarque alors une petite créature qui passe la tête sous la robe de la fille. Quand il voit la jeune fille éclater de rire, il s'empresse de lui assurer qu'il n'a pas eu peur. En fait, il jure qu'il aurait écrasé ces monstres s'il n'avait pas été blessé. « Si c'est le cas, dit la fille, je t'attendrai pour que tu viennes me sauver la prochaine fois avec toute cette force extraordinaire. » Quand elle lui fait un clin d'œil, il tombe désespérément amoureux et, rassemblant son courage, lui prend la main et finit par lui avouer ses sentiments. Mais au moment même où il parvient à tout lui avouer, il se réveille du rêve qu'il était en train de faire. Deux gars à côté de lui se moquent, disant que ça devait être un sacré rêve, entouré d'un gang armé de battes de baseball. L'un d'eux promet que le garçon va rencontrer son créateur pour s'être pointé sur leur territoire comme s'il en était le propriétaire. Et pourtant, le garçon captif ne semble pas du tout impressionné. En réalité, il regrette seulement que, pour la 1000e fois, il ait échoué à avouer ses sentiments à la fille qu'il aime, même si ce n'était qu'un rêve. Les voyous plaisantent en disant qu'il prend l'expression « fille de tes rêves », un peu trop au pied de la lettre. Le garçon réplique en donnant un coup de pied à l'un d'eux et déclare, pour que ce soit bien clair, qu'elle n'est pas qu'un rêve. Naturellement, les brutes ne prennent pas bien cette remarque. L'un d'eux balance une massue vers sa tête, mais il parvient à l'esquiver et réplique par un coup de tête dans le menton de l'attaquant. Après cet exploit, bien qu'encore attaché, le garçon récite une devise de la famille Narahira. « Ne jamais admettre la défaite tant que tu n'es pas mort. Ne jamais admettre la défaite, même quand tu es mort. » En d'autres termes, Narahara Takaru ne perd jamais. Comme on pouvait s'y attendre, les assaillants foncent sur lui un par un, et même ligoté, il parvient à se défendre. Un peu plus tard, on voit Narahira s'éloigner à moto. Ayant échappé à ces minables, il se jure de tenir sa promesse pour toujours. Il retrouvera la fille qu'il aime, quoi qu'il en coûte. En chemin, il traverse la route et aperçoit la même petite créature qui appartenait à cette fille. Instantanément, il pile sur les freins, essayant de comprendre ce qui se passe. Lorsque l'animal détale plus loin sur la route, il se lance à sa poursuite. Soudain, un camion fonce droit sur l'animal, mais Narahira bondit à la dernière seconde pour le sauver, chutant lui-même sur le flanc de la montagne, au lieu d'être grièvement blessé. Il se réveille cependant dans un endroit totalement différent, et la fille dont il parlait se trouve juste là, devant lui. Souriant jusqu'aux oreilles, Narahira se présente comme le garçon qu'elle a sauvé un jour, mais la fille ne semble absolument pas savoir qui il estimate. En fait, tous deux se tiennent sur une scène, en pleine représentation, quand son petit animal tombe du ciel et atterrit en plein sur la tête de Narahira, le projetant la tête la première contre la poitrine de la pauvre fille, ce qui lui arrache un cri perçant. Dans le public, une fille aux cheveux verts éclate de rire, convaincue que cela fait partie de la pièce, mais la fille aux cheveux bleus insiste. Ça, ce n'était clairement pas prévu dans le scénario, et elle en a assez. Elle se tourne vers ceux et lui demande si ce n'est pas bien plus amusant que ces danses ennuyeuses, ce à quoi se acquiesce avec enthousiasme. Mais comme aujourd'hui est un jour spécial, il se dit qu'il devrait reprendre un peu le contrôle des choses. Il active alors un gadget dissimulé dans sa main, projetant une corde qui ligote Narahira à la scène. Même s'il admire le chaos que ce type a semé dans le spectacle, il est temps de remettre un peu d'ordre. Finalement, la fille que Narahira aime lui donne une gifle et lui ordonne de disparaître. Mis dehors, Narahira se retrouve à errer dans la rue, se demandant si la fille le déteste désormais et essayant de trouver un moyen de redresser la situation. Un peu plus loin, il aperçoit un petit garçon en train de croquer dans une brochette. Alors, Narahira s'approche pour lui demander s'ils en vendent dans les supérettes.
Le gamin n'a absolument aucune idée de ce qu'il raconte. Toujours insatisfait, Narahira entre dans une boutique au hasard et tente de comprendre comment acheter quoi que ce soit dans cet endroit. Le vendeur affiche une sorte d'interface montrant la monnaie du royaume, et lorsque Narahira tente d'ouvrir son appli bancaire sur son téléphone mort, il se fait tout simplement jeter dehors. Frustré, l'étranger demande à la première personne qu'il croise où il se trouve, et l'homme lui répond « Ici, c'est Joe Set ». Sur l'allée Bojo, Denji Hyenkayo reste totalement. Narahira erre dans un quartier de la ville qui lui semble étrangement familier. Peut-être est-il revenu dans le passé, ou quelque chose du genre. Perdu dans ses pensées, il est soudain ramené à la réalité par une annonce publique. Une vague de brume noire est sur le point de s'abattre dans une minute, et tout le monde doit se rendre immédiatement à la porte d'évacuation. Pris de court, Narahira se retrouve coincé en dehors de la zone sécurisée avec une poignée d'autres personnes, tandis que la brume commence à se répandre dans les environs. C'est alors qu'il voit un enfant sur le point d'être englouti par le brouillard sombre. Instinctivement, Narahira se jette sur l'enfant pour le protéger de son propre corps. Alors que la brume les enveloppe, Narahira et l'enfant sont aspirés dans ce qui ressemble à une réalité alternative. L'enfant est totalement pétrifié, tout comme les autres autour d'eux. Désormais seul, Narahira tente de comprendre si quelqu'un est encore en vie, quand un monstre gigantesque apparaît et commence à détruire les citoyens figés. Malgré la taille et la rage de la créature, Narahira ne recule pas. Il tient bon et ordonne au monstre de les laisser tranquilles. Attiré par son audace, le géant le frappe avec une attaque dévastatrice. D'une manière ou d'une autre, Narahira survit, bien qu'il soit grièvement blessé. Il se dit qu'il ne va pas mourir aussi facilement, mais alors qu'il reprend à peine son souffle, le monstre lance une nouvelle attaque. Et une fois de plus, Narahira se retrouve face à une puissance qu'il n'a jamais connue. Mais cette fois, un robot surgit et assène un coup de poing si puissant qu'il projette le géant à plusieurs mètres de là. Impressionné, Narahira fixe ce mystérieux sauveur, bouche bée. Pendant ce temps, les opérateurs du robot essaient de comprendre comment ce garçon a pu ne pas être pétrifié, même en se tenant au cœur de la brume noire. C'est alors que le robot annonce que l'humain doit rester là où il est. Il se chargera de repousser l'Oni. Contre toute attente, Narahira reste sur place et déclare que si cette bête revient, il lui bottera les fesses lui-même. Et comme prévu, l'Oni revient à la charge, mais le robot insiste pour que le garçon reste en retrait. Puisqu'il pilote la machine à deux, Yuna appelle Atsunaga à l'action, et ensemble, ils déclenchent les 5 éléments. L'Oni fonce sur eux, prêt à attaquer, mais le robot réplique avec les 5 tonnerres, une attaque puissante qui parvient à... Tous les chiffres ont été convertis en lettres. Depuis la salle de contrôle, la fille aux cheveux bleus, qui observait toute la scène plus tôt, réalise soudain que Narahira est le même garçon qui a fait irruption sur scène. Avec la dissipation de la brume noire, les autorités arrivent pour s'occuper des blessés. Les 2 pilotes du robot s'approchent du garçon qui, d'une manière ou d'une autre, a évité d'être pétrifié, curieux de voir s'il va bien. Même après avoir été sauvé, Narahira fait preuve d'arrogance, affirmant qu'il ne faisait que gêner la raclée qu'il allait infliger au géant. Cette suffisance pousse presque Yuna à bout et elle manque de lui sauter dessus. Atsunaga intervient rapidement pour désamorcer la tension avant qu'un vrai combat n'éclate. Posant une main sur l'épaule de Narahira, il reconnaît que c'est dingue que ce garçon ait pu traverser la brume noire sans être touché. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il pourrait tenir tête à un Oni. Après tout, il n'est pas un Onmyoji. Avant qu'il puisse expliquer ce que cela veut dire, il est appelé ailleurs. Non loin de là, la fille que Narahira avait vue se transformer en pierre dans ses bras est belle et bien en vie, et un immense soulagement envahit son visage lorsqu'il se met à sourire. Errant dans les rues de Hyenkayo, complètement perdu, le jeune Takaru tente de se remonter le moral en se souvenant d'un vieux proverbe de la famille Narahira. « Ne pense à rien tant que tu n'as pas mangé ». C'est à ce moment-là que la fille de Seirev réapparaît, l'air contrarié maintenant qu'elle l'a reconnu. Elle le réprimande pour avoir gâché une pièce de théâtre importante, surtout que même le conseiller principal de l'empereur se trouvait dans le public. Malgré tout, elle est assez gentille pour remarquer qu'il est blessé et décide de lui venir en aide. Elle l'emmène dans un endroit où elle lui offre de la nourriture. Pendant qu'il mange, il lui raconte son histoire. Et à présent, elle a compris qu'il vient d'un autre monde.
Elle est stupéfaite lorsqu'il lui explique qu'il a réussi à traverser la brume noire, chose qui n'était encore jamais arrivée. Curieux, Narahira lui demande ce que sont exactement la brume et les Oni. Un homme assis à proximité lui explique que les Oni sont les ennemis de l'humanité venus d'un autre monde et que la brume noire est un phénomène qui survient lorsque ces monstres envahissent leur monde. Devinant que Narahira doit être désespéré à l'idée de rentrer chez lui, la fille lui dit qu'un Onmyoji pourrait probablement y parvenir. Mais Narahira se moque de cette idée, surtout parce qu'il n'aimait pas Atsunaga ni Yuna. L'homme à côté en prend ombrage et explique que ce sont les Onmyoji qui protègent encore la ville. Ce sont eux qui contrôlent les Shikigami. Une autre femme ajoute que le chef des « entouré par les ombres de la nuit ». Pensant que le moment est parfait, il sort dehors, applaudit pour saluer sa performance, et elle se contente de lui sourire en lui demandant s'ils se sont déjà rencontrés. Narahira répond que oui, et lui rappelle qu'il lui a promis de devenir plus fort afin de pouvoir la protéger. Elle lui promet de ne pas oublier une chose aussi importante la prochaine fois et se présente enfin sous le nom de Tsukimiya. Au matin, le deuxième jour du festival, Narahira aide à quelques corvées lorsqu'il aperçoit le messager du conseiller impérial s'approcher du même homme venu à cause de ce qui s'est passé la veille. En parlant avec Tsukimiya, le messager se plaint de la façon dont le spectacle a tourné au désastre lorsqu'un intrus a envahi la scène. Le conseiller est furieux, déclarant que toute la représentation était indigne du grand rituel du pandémonium. Désormais, le conseiller exige que Tsukimiya vienne présenter des excuses en personne au palais. C'est à ce moment-là que Narahira intervient, avouant que c'est lui qui a gâché le spectacle. Le messager l'ignore complètement, insistant pour que ce soit Tsukimiya qui l'accompagne. Narahira tente de nouveau de se confesser, mais est de nouveau interrompu par Abino Seim. Narahira l'appelle Inbihariaki, et Seim éclate de rire, disant que beaucoup de gens écorchent son nom ainsi. Après avoir fait retenir Narahira, le grand Onmyoji se penche vers Tsukimiya et la rassure, lui promettant que tout ira bien, et elle semble lui faire confiance. Plus tard, alors qu'il quitte les lieux à bord d'une voiture aérienne, la fille aux cheveux verts demande à Seim s'il n'est pas dérangé par le fait que ce garçon soit aussi bizarre, mais il hausse simplement les épaules. Soudain, une nouvelle alerte à la brume noire retentit dans toute la ville. Dans 20 secondes, Yenkayo sera de nouveau englouti par les ténèbres, car la cité est en pleine période du grand pandémonium. Les avertissements sont encore plus lents que d'habitude, et la brume fonce, touchant le véhicule porté par les nuages dans lequel se trouve Tsukimiya. Voyant son ami en danger, Narahira attrape la première arme qu'il trouve et fonce droit vers le chaos. Après tout, il a promis qu'il la sauverait, quoi qu'il arrive. Dans la brume, Yuna et Atsunaga tentent de contenir les Oni envahisseurs. Pendant ce temps, Narahira avance à travers ce terrain étrange venu d'un autre monde, cherchant son ami, jusqu'à ce qu'il repère enfin le véhicule détruit. Alors que les Onmyoji attaquent l'ennemi gigantesque, ils sont pris de court par une contre-attaque. L'Oni invoqua une série de portails d'évasion interconnectés, lui permettant de sauter d'un portail à l'autre pour frapper par surprise. Une tactique qui s'avéra dévastatrice, le Shikigami se faisant toucher encore et encore. Incapable de répondre, et pour ne rien arranger, alors qu'il approchait enfin de Tsukimiya pétrifié, l'Oni acheva sa rafale d'attaque par une explosion dévastatrice visant le robot. L'impact fut si puissant qu'il endommagea le réacteur spirituel du robot. À cet instant critique, Sei se précipita dans la salle de contrôle pour rejoindre Kazura et savoir comment la bataille évoluait. Sur le champ de bataille, l'Oni n'était plus qu'à quelques secondes de finir le Shikigami et la pauvre Tsukimiya pétrifiée une bonne fois pour toutes, jusqu'à ce que, à la toute dernière seconde, Narahira surgisse et frappe le monstre avec son arme. Tout le monde resta sans voix devant l'intervention soudaine de ce gamin qui avait une fois de plus émergé de la brume noire, tous sauf Sei, qui se contenta d'afficher un sourire sarcastique. Se sentant plus fort que jamais, Narahira tenta de maintenir l'offensive, mais l'Oni géant l'attrapa, l'écrasa avec brutalité, puis le projeta au sol avec une force écrasante. Au final, l'Oni mit de la distance entre eux, laissant l'humain en miettes sur le sol. Mais d'une manière ou d'une autre, comme par magie, les blessures graves de Narahira semblèrent guérir en un instant. Le monstre, maintenant à distance, se prépara à lancer une nouvelle de 16 attaques dévastatrices. Peinant à se relever, Narahira répéta la devise de sa famille.
Ne jamais admettre la défaite tant que tu n'es pas mort. Ne pas l'admettre, même après. Porté par ces mots, il fonça droit dans la trajectoire du canon de l'Oni. Et contre toute attente, il répondit à la pleine puissance de l'attaque par un coup de poing titanesque. Au moment où son poing atteignit sa cible, Narahira se transforma. Revêtu de cette armure imparable, il asséna un coup qui mit un terme écrasant au combat. Dans la salle de contrôle, Sei observait la scène avec un sourire, admettant enfin pour lui-même que ce garçon était vraiment spécial. À l'intérieur de la brume, Narahira retrouva sa forme d'origine et poussa un soupir de soulagement en voyant ses amis toujours en un seul morceau. Mais alors, le noyau de l'Oni surgit du sol sous leurs pieds et un portail apparut, réduisant Tsukimiya en éclats. Quelques instants plus tard, un autre Oni réapparut et planta ses griffes dans le torse de Narahira, par derrière. Et dans la scène suivante, le garçon se réveilla en panique. Exactement dans la même situation que celle où il s'était retrouvé en arrivant dans ce monde. En voyant Tsukimiya bien vivante juste devant lui, le garçon bondit de joie et fond en larmes, submergé par l'émotion. Mais soudain, la jeune fille pousse un cri si fort qu'il aurait pu réveiller tout le quartier. Sans tarder, l'oncle Wada débarque en trombe, un bâton de bambou à la main, prêt à régler la situation. Mais ce n'est pas Wada qui retient Takeru. Ce sont les lames cachées d'Atsunaga, dissimulées derrière les décors de scène. Tsukimiya, d'ailleurs, lui demande ce qu'il fait planquer là, ce à quoi Atsunaga, gêné, marmonne simplement qu'il passait par là. Takeru essaie par tous les moyens de convaincre son ami que c'est bien lui. Mais Tsukimiya insiste. Elle ne sait absolument pas qui est ce type. Un peu plus tard, à l'agence Onmyo, Seimei est averti que le jeu de fumée du conseiller en chef va bientôt commencer, mais il n'en montre aucun intérêt. Le chef demande alors à Kazura d'y aller à sa place, tandis que Shino, lui, se porte volontaire avec enthousiasme. Pendant ce temps, Takeru continue désespérément de supplier Atsunaga de le libérer, répétant qu'il connaît Tsukimiya, ce que l'officier refuse évidemment de croire. Observant la scène de loin, Shino se demande s'il y a un singe dans cette cage, et Seimei souhaite y jeter un œil de plus près. Takeru jure qu'il connaît Tsukimiya grâce à ses rêves, et Atsunaga répond que cette ravissante fille visite parfois aussi les siens. Lorsque les 3 Onmyoji arrivent, le prisonnier appelle le chef Haruyaku, ceux qui poussent Shino à le corriger en donnant le vrai nom du dirigeant. Takeru espérait sincèrement que cet homme le reconnaîtrait. Mais Seimei, lui non plus, n'a aucune idée de qui est cet intrus venu d'une autre dimension. Changeant d'angle, Takeru raconte qu'il a combattu un Oni dans une brume noire et qu'il a été transpercé par celui-ci, avant de se retrouver sur cette scène. Atsunaga est outré à l'idée que ce gamin ait affronté un Oni tout seul. Takeru, indigné, élève la voix et affirme qu'il a envoyé la créature valser d'un seul coup de poing. De son côté, Seimei n'écarte pas totalement l'idée que le garçon puisse dire la vérité. Le prisonnier poursuit en dévoilant une autre devise de la famille Naruhira. La confiance ne se construit pas avec des mots, elle doit être prouvée par des actes. C'est pourquoi il demande à avoir une chance d'affronter un Onmyoji en combat singulier. Souhait exaucé. Dans la scène suivante, on voit le garçon haletant, totalement épuisé. Yura, agacé, veut savoir ce qu'ils font encore là. Cela fait déjà une demi-heure. Seimei lui explique que le prisonnier essaie de démontrer ses pouvoirs, car il est candidat pour rejoindre les 5 étoiles. Mais à ses yeux, le garçon s'est dégonflé au dernier moment. Sur ce, Yuna lui envoie un coup de pied en pleine figure et lui ordonne de montrer un peu de respect envers les Onmyoji. Déçu, Seimei perd patience et décide finalement de laisser partir le prisonnier après quelques questions supplémentaires. Dans la scène suivante, on retrouve Takeru courant comme un fou à travers la ville, entièrement bandé, avant de s'arrêter net en voyant l'endroit où la scène du festival devrait se trouver. Mais, étrangement, tout a été démonté. Pire encore, Tsukimiya et les autres ne semblent pas se souvenir de lui du tout. En regardant une affiche, Takeru se rend compte qu'il reste encore 15 jours avant le début du festival. Autrement dit, il est revenu dans le passé, avant que la fille de S.R. Rêve ne soit tuée. Et justement, voilà que Tsukimiya réapparaît, le reconnaissant comme le gars de tout à l'heure, tout en essayant de rester naturel. Il lui demande si cette scène a déjà été construite ici, et elle semble surprise.
Selon elle, cette structure existe depuis plus d'un siècle, bâtie pour chaque grand pandémonium du centenaire. Concernant l'événement lui-même, elle explique que le conseiller principal de l'empereur assistera à la toute première représentation. Takeru se rappelle de qui il s'agit et lui demande quand il est censé arriver. Tsukimiya répond « Dans 15 jours ». Et c'est à ce moment-là que tout fait sens pour Takeru. Il jure qu'il fera tout ce qu'il faut pour la protéger. En s'éloignant, il comprend qu'il est bel et bien revenu avant ce jour fatidique. Tsukimiya est morte le jour où le conseiller est venu assister au spectacle. Cela signifie que Takeru a exactement 2 semaines pour devenir assez fort et empêcher que cela ne se reproduise. Déterminé, il se rend aussitôt auprès du prétendu Haruyaku pour lui demander de lui enseigner tout ce qu'il y a à savoir sur l'art des onmyoji. Après tout, le chef des pilotes serait sûrement intéressé par un garçon qui a vaincu un Oni à main nue. S'allier à lui pourrait être un véritable atout. Kazura, cependant, l'accuse de fanfaronner, surtout après s'être couvert de ridicule plus tôt. Seimei, lui aussi, s'interroge sur la source de la confiance du garçon. Malgré cela, il accepte de l'aider. Il fallait du courage pour revenir après l'humiliation qu'il a subie, et c'est une qualité que le chef admire sincèrement. En contrepartie, Takeru n'a maintenant qu'1 semaine pour prouver qu'il n'est pas un imposteur. Pas une minute à perdre. Dès le lendemain, Kazura commence à lui enseigner que les techniques Onmyo consistent à canaliser l'énergie spirituelle pour convertir les 5 éléments, l'eau, le bois, le feu, le métal et la terre, afin de produire toutes sortes d'effets. Oui, presque tout le monde naît avec une certaine énergie spirituelle, mais seules les personnes dotées d'un véritable don peuvent maîtriser ces techniques, et cela demande des années d'entraînement assidu. Après plusieurs heures de cours, Takeru et Shino n'en peuvent déjà plus. L'envahisseur interrompt la leçon pour demander comment on utilise ce fameux astérisque Shikigami astérisque. Kazura lui présente alors la poupée astérisque God Eye astérisque, un support d'entraînement spirituel. Si Takeru veut contrôler un astérisque Shikigami astérisque, il doit canaliser son énergie spirituelle et faire se lever la poupée astérisque God Eye astérisque. Pour faire la démonstration, Kazura concentre son pouvoir spirituel dans son gant de divination et fait bouger la poupée. Après cela, Takeru se retrouve seul avec la poupée qu'il n'aura le droit d'appeler « maître » que lorsqu'il parviendra à la faire bouger. Confiant comme toujours, il se concentre sur son gant et le presse contre le dos de la poupée. Rien ne se passe. Des heures plus tard, toujours dehors devant la salle de classe, il continue d'essayer, de plus en plus frustré à chaque échec. Atsunaga le trouve dans la cour et lui demande pourquoi il est revenu alors qu'il était déjà libre de partir. Même s'il reconnaît que l'histoire de Takeru est difficile à croire, le pilote est intrigué. Qu'est-ce qui pousse ce garçon à vouloir se prouver à ce point? Takeru, quant à lui, répond que cela n'a plus d'importance. Tout ce qui compte maintenant, c'est devenir plus fort pour pouvoir protéger ce qui est précieux à ses yeux. En entendant cela, Atsunaga lui fait remarquer qu'il n'a même pas encore les bases pour contrôler un astérisque Shikigami astérisque. Alors, pour l'aider à atteindre ce niveau, l'Onmyoji pose sa main sur le dos de Takeru et force l'expansion de sa capacité spirituelle. Takeru lui demande s'il deviendra encore plus fort que ça, et le pilote lui répond que oui, s'il a la volonté de supporter la douleur. Sur CE, Takeru lui dit de continuer, mais la souffrance dépasse tout ce qu'il avait pu imaginer. Plus tard, chez lui, Atsunaga tient un pendentif dans la main, pensif. Il admet à lui-même qu'on ne peut rien protéger sans force. Soudain, Takeru surgit dans son dos et le fait sursauter en lui demandant s'il est lui aussi un fan de Tsukimiya. Le pilote réagit aussitôt, furieux, et exige de savoir ce qu'il fabrique dans sa maison. Takeru explique simplement qu'il n'a nulle part où aller et qu'il s'est dit qu'il pourrait peut-être squatter chez son grand ami. Atsunaga rétorque qu'il ne compte pas héberger un adulte sans abri chez lui. Takeru révèle alors que la seule personne qu'il connaisse ici, à part Atsunaga, c'est Tsukimiya. Il se dirige vers la porte, prêt à aller lui demander un toit. Face à la situation, l'Onmyoji finit par céder et accepte que le vagabond reste. Et ce dernier lui rend l'appareil, en préparant un repas absolument phénoménal. Assise à table, Yura se demande à voix haute pourquoi elle a été invitée. Takeru lui répond que c'est une fête-yosa. Tout le monde est censé se régaler pendant que c'est encore chaud. Sceptique, Yura insiste qu'il n'y a aucune chance qu'un flemmard comme lui ait pu cuisiner quelque chose de bon. Mais dès qu'elle y goûte,
elle est obligée de revoir son jugement. Dans la scène suivante, Yura repart, les bras chargés de boîtes repas remplies de restes. Elle précise bien que, même si le garçon sait cuisiner, ça ne veut pas dire qu'elle est devenue fan. Changement d'ambiance. Atsunaga demande à Takeru qui il cherche à protéger. Takeru finit par avouer que c'est Tsukimiya. Les deux s'installent alors pour une discussion sérieuse. Le pilote apprend que son invité surprise est en réalité un voyageur temporel qui sait que Tsukimiya va mourir dans 15 jours. Atsunaga, honnête, admet que cette histoire est trop farfelue pour qu'il y croie sans preuve. Mais il est sûr d'une chose. Ce ne sera pas toi qui protégeras Suki, ce sera moi. Takeru, qui entend tout, ne se laisse pas démonter et réplique. Tu peux parler autant que tu veux. Moi, je prouverai ma valeur par mes actes. La tension monte entre eux. Un affrontement devient inévitable. Dans l'arène, le voyageur du temps tente toutes les astuces possibles pour placer un coup, mais chacune de ses attaques se retourne contre lui. Atsunaga, lui, ne semble même pas transpirer. À un moment, il active sa technique du corps solide juste au moment de l'attaque, forçant Takeru à frapper une barrière invisible. Résultat, le coup rebondit et le met au tapis. Ça aussi, c'est le pouvoir de la technique, explique calmement Atsunaga. 3 jours plus tard, Takeru commence à apprendre le pouvoir du Riki, l'un des 5 systèmes de la technique Onmyo. Les Riki sont des techniques qui renforcent le corps, comme le corps solide, utilisables autant pour la défense que pour l'attaque. Takeru est impatient de maîtriser cet art. Mais son maître le prévient. Cela prend au moins 1 an d'entraînement intensif. Après la leçon, en discutant tranquillement, Yura demande à Atsunaga combien de temps il compte encore traîner ici. Elle rappelle qu'il veut être choisi comme l'un des 5 étoiles, mais Atsunaga lui répond qu'il a encore des choses à apprendre de Takeru. Yura, cependant, insiste. Elle l'accuse de lui cacher quelque chose. Sinon, pourquoi accorderait-il autant d'attention à ce gamin? En plein milieu de leur dispute, une alarme rouge retentit, suivie d'un message d'alerte. Une brume noire apparaîtra dans 1 minute. Dans la salle de contrôle, Kazura calcule rapidement le niveau de dissimulation de cette brume, soit un 3 niveau modéré. Takeru fait irruption et annonce qu'il compte accompagner les Onmyoji dans la brume noire. Pourtant, le voyageur temporel insiste pour entrer sans Shikigami. Il affirme avoir déjà atteint un niveau où il peut utiliser le pouvoir de Riki. En entendant cela, Atsunaga le repousse immédiatement avec une technique de Riki, déclarant qu'il n'a pas ce qu'il faut. S'il est incapable d'exécuter ne serait-ce que cela, alors il n'est pas apte à se battre dans la brume noire. Refusant d'abandonner, Takeru décide de prouver par la force qu'il est capable de se battre. Au lieu de cela, il se réveille dans un lit, l'homme qu'il a mis KO se tenant à ses côtés. Encore groggy, Takeru demande ce qu'il est advenu de la brume noire, et l'Onmyoji lui répond que lui et Yura s'en sont occupés. Furieux d'avoir été écarté, Takeru se voit ordonner par Atsunaga de le suivre. Les 2 hommes se rendent dans un quartier de la ville ravagé par la brume noire il y a 3 ans, lors d'une bataille qui coûta la vie à de nombreux Onmyoji. À l'époque, Atsunaga n'était qu'un novice, et son Shikigami fut endommagé à cause d'une erreur de sa part. De ce fait, il fut contraint de se retirer du combat, abandonnant ainsi son supérieur. Pour compenser cette erreur, son commandant combattit seul et trouva la mort. Atsunaga explique que, dans la brume noire, si l'on perd une bataille, des choses qui ont toujours existé peuvent disparaître en un instant. Et si l'on entre sans être préparé, on risque de tout perdre. Le devoir d'un Onmyoji est de risquer sa propre vie pour détruire les Oni. Et autant Takeru prétend avoir quelqu'un à protéger, autant Atsunaga en a lui aussi. Alors si le gamin se met en travers de sa route, le pilote n'aura aucune pitié. Non loin de là, Yura surprend leur conversation. Cette nuit-là, Takeru s'isole, bouillonnant de rage face à tout ce qu'il a entendu. 1 semaine après l'accord conclu entre Takeru et Seimei, le chef des Onmyoji est informé que l'intrus s'est enfui. Selon Kazura, cela fait plusieurs jours qu'il ne s'est pas présenté à l'entraînement, étant donné les circonstances. Le chef conclut qu'il a mal jugé le garçon. Pendant ce temps, l'alerte de l'œil de Shino se déclenche brusquement. Au même moment, le système de surveillance de la ville retentit. Une brume noire va arriver dans 30 secondes. On aperçoit Takeru debout au milieu d'une foule paniquée. Le niveau de dissimulation est de 6, un peu plus élevé que la dernière fois.
Kazura déploie le piédestal et ordonne à Atsunaga et Yura d'invoquer leur Shikigami. Ainsi, les Onmyoji prennent leur poste et se préparent au combat à l'intérieur de l'unité robotique de Denji Hayamkayo. Dans l'épaisse et sinistre brume, le duo aperçoit un Oni contrôlant une armée de marionnettes à distance à l'aide de tambours. Yura prend le commandement du Shikigami et dit à son partenaire de profiter de ce moment pour préparer une technique de foudre. Yura lança sa vision de prémonition, anticipant chaque mouvement et éliminant un à un les pantins ennemis à mesure qu'ils s'approchaient. En observant cette démonstration de talent, Kazura ne put s'empêcher de murmurer « Voilà, une véritable candidate pour les 5 étoiles ». Au même instant, Atsunaga préparait son pouvoir de foudre, mais juste avant de le libérer, il fut surpris par une charge soudaine de l'Oni. La créature arracha le Shikigami à ses côtés et frappa avec une telle violence que Yura fut projeté hors de la brume noire, laissant Atsunaga seul sur le champ de bataille. Ce coup fut si puissant qu'il affaiblit considérablement son énergie spirituelle. Depuis la salle de commandement, l'ordre était clair. Atsunaga devait se replier, mais toute retraite était impossible. Les pantins ennemis bloquaient chaque issue. Face à une situation désespérée, l'officier murmura une seule phrase. Un esprit dédié à un serment. En entendant ces mots, les opérateurs de la salle de contrôle restèrent bouche bée. Atsunaga allait-il vraiment aller jusqu'au bout? Mais l'homme était prêt à tout risquer pour protéger Denji. Invoquant toute la puissance du dieu de la foudre, il lança une attaque dévastatrice, tandis que l'Oni fonçait droit sur lui. C'est à ce moment précis que Takeru surgit, utilisant sa technique du corps solide pour repousser Atsunaga sur le côté, puis il décocha un coup de poing si puissant à l'Oni que la créature fut projetée comme une balle de baseball. Un silence saisissant tomba dans la pièce, chacun stupéfait par la force brute que Takeru venait de démontrer. Sans se laisser troubler, il répéta la devise de sa famille. La confiance se gagne par les actes, non par les mots. Impressionné, Atsunaga l'invita à monter à l'intérieur du Shikigami, expliquant que lorsque 2 personnes combattent en parfaite harmonie, le véritable pouvoir du robot peut enfin se révéler. Takeru n'hésita pas une seconde. Il sauta à l'intérieur et tous deux se synchronisèrent parfaitement, répondant aux vagues de pantins de l'Oni comme s'ils ne formaient qu'un seul être. Quand vint le moment de contre-attaquer, Takeru libéra une puissance si écrasante à travers le Shikigami que l'apparence même de la machine se transforma, devenant une version plus monstrueuse encore. D'un coup foudroyant, le duo asséna un coup final à l'Oni, mettant fin au combat en un instant. La brutalité de l'attaque laissa tout le monde sans voix. La bataille remportée, Takeru sortit de la brume noire aux côtés de son nouveau partenaire et ne put s'empêcher de taquiner Yura, ce qui lui valut aussitôt un coup de pied tournoyant en plein visage. Seimei rappela rapidement que les combats entre Onmyoji étaient interdits, mais Yura haussa simplement les épaules, soulignant que ce gamin n'en était pas un de toute façon. Et sur ces mots, le chef se tourne. Ensuite, Takeru est emmené à l'arène d'entraînement pour livrer un combat aux côtés d'Atsunaga contre un duo de pilotes. Kajiki, le colosse de l'équipe adverse, ricane en voyant leurs opposants. Pour lui, ces deux-là n'ont aucune chance. Après tout, ce bleu-bit ne sait même pas manier un God Icon correctement. Uruka, de son côté, plaisante. Peut-être qu'il devrait y aller mollo, par pitié pour ces petits débutants. Mais Takeru, piqué au vif, refuse de se laisser faire. Il les fixe et réplique sèchement « Vous flippez déjà à cause d'un soi-disant prodige ?» Atsunaga intervient aussitôt, tentant d'apaiser les tensions. Ce n'est qu'un entraînement, après tout. Mais Takeru insiste. Que ce soit un face-à-face ou non, on se donne toujours à fond. Atsunaga fronce les sourcils. Un face-à-face ? Le caméraman, un peu en retrait, explique. Ça veut dire 1 contre 1, même si aujourd'hui, c'est du 2 contre 2. Pendant ce temps, Kazura fait son rapport au boss. Il a tenté par tous les moyens d'enquêter sur Naruhira Takeru. En vain. Ce silence est suspect. Peut-être que ce gamin vient réellement d'un autre monde. Mais un détail sème le doute. Takeru a une étoile de campanule sur la main, une marque de naissance propre aux natifs de Denji Ienkayo. De retour sur le terrain d'entraînement, les 2 Shikigami s'affrontent dans un duel brûlant. Pour Takeru, ce n'est plus un simple exercice, c'est personnel. Il veut prouver qu'il n'est pas juste là pour faire joli. Avec l'aide du astérisque voile de papier astérisque, lui et Atsunaga réussissent à distraire leurs adversaires et à placer quelques coups.
Mais Uruka et Kajiki se reprennent rapidement et mettent de la distance entre eux. En réponse, ils déclenchent le signal d'Esaim, une technique dévastatrice qui aurait pu clore le match. Heureusement, Atsunaga réagit à temps. Il invoque la astérisque plateforme équitable pour esquiver l'attaque avec brio. Puis, sous l'effet du champ de guerre, le poing de Takeru s'enflamme et vient frapper de plein fouet la machine ennemie. Le coup est si puissant qu'Uruka est mise hors jeu. Avec Uruka au sol, Kajiki se retrouve sans partenaire. C'est alors que Yura entre en scène, se plaçant à ses côtés pour invoquer un nouveau Shikigami. Sei, observant depuis les gradins, jubile. Maintenant, le vrai combat commence. Les 5 étoiles sont réunies. Le duel reprend et Yura se montre implacable. Elle se bat comme si elle avait un vieux compte à régler, ne laissant à ses adversaires aucun moment de répit. Malgré cela, Atsunaga parvient à échanger sa place avec Takeru et active le voile de papier pour protéger son robot. Puis, il contre-attaque avec une technique foudroyante, les 5 tonnerres. Yura ne recule pas d'un pouce. Elle encaisse l'assaut, lutte de toutes ses forces et finit par rediriger les 5 éclairs vers le ciel, manquant de peu de réduire Shino en poussière. Après cette manœuvre, Atsunaga perd son sang-froid. Exaspéré par les interventions constantes de Yura, il quitte le combat. Depuis les gradins, Kazura soupire. Pas une seule fois, ils n'ont réussi à entrevoir le véritable pouvoir de Takeru. Un peu plus tard, Yura s'assoit sur une place pour se réhydrater, espérant quelques instants de calme. Mais ce répit est de courte durée. Takeru passe par là avec Atsunaga, râlant de ne pas avoir pu reproduire ce fameux astérisque coup noir astérisque. Apercevant Yura qui tente de les éviter, Atsunaga en rajoute. « Vous avez l'air bien assortis, toi et Kajiki. Si tu veux faire équipe avec le gros costaud, vas-y, aucun souci. » Agacé, Yura réplique. « Ton ex-partenaire t'aime à ce point ou quoi ?» Pris de court, Atsunaga bafouille. « Pas du tout. C'est juste que, vu ton style de combat, Kajiki serait un bon partenaire. Il peut encaisser les coups, ça te laisserait toute la marge pour te déchaîner. » Mais Yura n'a aucune envie de poursuivre la conversation. Elle tourne les talons, furieuse. Ce soir-là, Takeru cuisine pour ses amis chez l'oncle Wada. La femme assise à ses côtés lui demande où est passé Atsunaga. Takeru répond qu'il s'entraîne pour la sélection des 5 étoiles qui approchent. Tsukimiya, curieuse, lui demande alors s'il veut lui aussi devenir un Onmyoji de rang supérieur. Mais Takeru secoue la tête. « Je suis devenu pilote pour protéger mon meilleur ami, rien d'autre. » Cette réponse fait sourire la jeune femme. Elle lui dit qu'elle est heureuse de l'entendre dire ça avec autant de sincérité. Takeru, un peu gêné, détourne le regard. Mais au fond de lui, une image ne le quitte pas, celle de son ami, déchiré vivant par cette Oni. Pour empêcher que cela n'arrive, il demande à Tsukimiya de rester proche de lui après la représentation du lendemain. Mais elle refuse. Elle lui explique que la peur des Oni est bien trop envahissante. Ce n'est pas étonnant que toute la ville vive dans l'angoisse permanente face à ces créatures cauchemardesques. C'est justement pour cette raison qu'elle danse. Elle veut offrir un peu de joie à son peuple, dans un monde aussi sombre. Et pour cela, elle ne peut pas se permettre la moindre distraction. Elle doit s'entraîner. Encore et encore. Touché par ces mots, Takeru accepte sa décision et lui promet qu'il la protégera, quoi qu'il arrive. Le lendemain, le chef Seimei propose une idée complètement folle. Reproduire les conditions pour forcer Takeru à libérer à nouveau cette énergie incontrôlable. Le plan ? Atsunaga doit lui lancer la technique des 5 tonnerres et Takeru devra encaisser l'attaque jusqu'à ses limites, jusqu'à ce que sa puissance enfouie éclate comme la dernière fois. Et s'il s'approche de la mort, Shino sera là pour intervenir et le sauver. Il ne court donc aucun réel danger. Atsunaga, lui, regarde Seimei comme s'il était devenu fou. Mais lorsque Takeru accepte le défi avec un réel enthousiasme, le pilote s'y prête de manière un peu plus calme. Atsunaga fusionne alors les éléments pour invoquer les 5 tonnerres. De l'autre côté du ring, Takeru affronte l'attaque avec toute la force qu'il possède. Mais malgré ses efforts, son corps commence à se faire lacérer par l'énergie. Voyant que le gamin est sur le point de tomber, Kazura appelle le chef, qui ordonne à Shino d'intervenir. Shino se prépare à dévier l'attaque, mais Takeru insiste. Il peut encore tenir le coup et lui ordonne de rester en retrait. N'ayant plus une seconde à perdre, il utilise ce qui lui reste de force pour neutraliser les 5 tonnerres, laissant tout le monde abasourdi par les capacités extraordinaires de ce novice.
Et pour couronner le tout, lorsqu'il regarde son bras, il constate qu'il n'est même pas blessé. Après l'expérience, Yura s'éloigne, furieuse que Takeru ait réussi à annuler une attaque qu'elle-même avait à peine esquivée. Plus loin, elle surprend en secret une conversation entre deux membres de Myoji. Kazura demande au chef s'il comprend le pouvoir de Takeru, mais ce dernier n'en est pas certain, bien qu'il commence à penser que cet étranger pourrait en valoir la peine. Surprise, Yura demande si le chef va vraiment faire de ce type un 5 étoiles, mais Seimei la fait taire aussitôt. Il est clair que Yura a entendu bien plus que ce qu'elle aurait dû. Le lendemain, l'événement le plus attendu de l'année commence enfin, et l'image adorée de Tsukimiya est affichée à tous les coins de la ville. Près de la scène où le spectacle va se dérouler, Takeru repense au fait qu'aujourd'hui marque l'anniversaire de son arrivée dans ce monde. Peu avant le début du spectacle, il demande à Atsunaga quelle est la véritable nature des Onus. Atsunaga lui explique que ces démons traversent la brume noire pour ramener des personnes et des objets dans leur propre monde en tant que subsistance. Autrement dit, ils dévorent tout ce qu'ils capturent. C'est pour cette raison qu'Atsunaga et Yura rêvent d'être choisis parmi les 5 étoiles, afin de protéger Denji de ce sort funeste. Sur CE, la représentation commence enfin. Tsukimiya monte sur scène, rayonnante de beauté et de charisme, apportant un réconfort bien mérité à une population qui attendait ce moment depuis si longtemps. Alors qu'Atsunaga pleure comme un enfant, Takeru se souvient que la première fois qu'il est arrivé dans ce monde, il était tombé en plein milieu du spectacle, ce qui avait poussé le conseiller en chef à faire venir Tsukimiya. Et c'est à ce moment-là, en repensant à toute cette chaîne d'événements, le garçon se redresse soudainement, paniqué, déterminé à prévenir tout le monde que la brume noire est sur le point d'apparaître. Avec cette pensée en tête, il traverse tout le quartier en courant, tentant d'alerter le plus de monde possible. Mais les gens hésitent. Est-ce vraiment un messager venu du futur ou juste un autre illuminé cherchant de l'attention? Peu importe, prêt ou non, le système d'alerte de la ville, le PADIO, diffuse soudainement un message d'urgence. La brume est bel et bien en approche. Aussitôt, la foule se met à courir, sauf la même petite fille que Takeru avait vue la dernière fois. Elle trébuche en chemin et reste figée, incapable de réagir. Décidé à faire les choses différemment cette fois, Takeru fonce, la prend dans ses bras et parvient à échapper à la brume noire avec elle. Le lendemain, après avoir tout vu de près, Atsunaga raconte à Sei que Takeru avait bel et bien prédit l'arrivée de la brume. L'étranger affirme venir du futur, qu'il a vu Tsukimiya mourir, et qu'au moment de sa propre mort, le temps s'est remis à zéro. En réalité, ce jour, c'est aujourd'hui. Atsunaga avait des doutes jusque-là, mais après tout ce qu'il a vu, il n'a plus aucun doute. Le garçon dit la vérité. Pendant ce temps, en plein entraînement, Takeru trouve de l'espoir dans le fait que, malgré la brume d'hier, la fillette s'en est sortie indemne. Peut-être que cela signifie que Tsukimiya peut être sauvée, elle aussi. Et puis, comme il n'est pas tombé de la scène cette fois, le conseiller principal ne la convoquera pas, alors peut-être que l'ordre des événements changera. Soudain, Yura s'approche de lui et lui demande 1 minute. Quand Takeru lui répond qu'il est pressé aujourd'hui, elle l'attrape par le col et insiste pour régler leur compte en 1 contre 1, comme il l'avait dit. Pas de technique Donmyo, juste un vrai combat à main nue. Et fidèle à lui-même, Takeru relève le défi. Ils se dirigent ensemble vers le balcon du bâtiment pour commencer. Juste avant que le combat ne débute, Takeru se rappelle que la brume noire censée emporter Tsukimiya n'arrivera que plus tard. Il a donc encore du temps. Il lui demande si elle veut se battre uniquement parce qu'il lui a volé son partenaire. Mais elle répond qu'elle veut simplement savoir qui est le plus fort. Et sur ces mots, le combat commence. Pendant ce temps, Atsunaga, encore bouleversé par la prestation de Tsukimiya, ne peut s'empêcher de s'inquiéter de ce qu'il sait être inévitable. C'est à ce moment-là que l'oncle Wada arrive avec une nouvelle. Le messager du conseiller en chef est ici. Et il a été profondément impressionné par la danse de Tsukimiya la veille. Il souhaite la récompenser sur le champ. Pendant ce temps, du côté du combat amical de 5 minutes sans rancune, Yura bat Takeru sans grande difficulté. Après tout, selon elle, personne ici n'a des jambes aussi redoutables que les siennes. Et comme Takeru peut en témoigner, ses coups de poing sont loin d'être doux. Yura lui crie qu'il l'a manqué de respect, et maintenant il pleure. Mais Takeru proteste. Il n'a jamais rien dit de tel.
Honnêtement, il ne comprend pas pourquoi elle est si en colère, jusqu'à ce qu'elle éclate en sanglots, avouant qu'elle a toujours l'impression de devoir prouver sa valeur pour mériter de se tenir aux côtés d'Atsunaga. Et pourtant, ce crétin a choisi Kajiki comme partenaire, la laissant de côté sans prévenir. En larmes, Yura lui fonce dessus, persuadée qu'au fond, elle ne fait que gêner Atsunaga. Takeru, attentif, remarque qu'elle baisse la tête, troublée par ses propres émotions, lui offrant l'ouverture parfaite pour lui asséner un coup éclair au menton et remporter le combat. Comme il le dit lui-même, la famille Naruhira a une devise. Astérisque, ce que tu vois devant toi, c'est tout ce qui compte. Autrement dit, si quelqu'un détourne le regard, c'est le moment d'attaquer. La tête basse, Yura murmure que c'est peut-être justement pour ça qu'Atsunaga en a assez d'elle. Mais Takeru lui confie une autre devise familiale. Astérisque ne te concentre pas uniquement sur ce que tu peux voir. En d'autres termes, peu importe ce que les choses semblent être, elle ne pourra jamais savoir ce qu'Atsunaga ressent si elle ne le lui demande pas. Soudain, le système d'alerte de la ville retentit. Un brouillard noir va s'abattre dans 20 secondes à peine, bien plus tôt que prévu. Takeru se précipite pour sauver Tsukimiya près de la scène, mais il arrive trop tard. Une barrière se dresse entre eux, la laissant seule du côté obscur du brouillard. Il cherche rapidement l'Onmyoji, espérant retrouver son coéquipier. Mais Atsunaga est prisonnier à l'intérieur du brouillard, et comme ils ne peuvent attendre un autre binôme, Takeru se retrouve à faire équipe avec Yura, en territoire ennemi. L'Oni envahisseur s'apprête à déchiqueter Tsukimiya. Elle est figée par la peur. Mais le Shikigami de Denji surgit juste à temps pour lui. L'Oni survit au coup et s'échappe par l'une de ses portes de fuite interconnectées, sa technique de combat signature. Grâce à ses multiples portails, il peut projeter du feu dans l'un et le faire ressortir par un autre, rendant ses attaques presque impossibles à anticiper pour le duo humain. Craignant que Tsukimiya ne se fasse tuer, Takeru la protège en utilisant le corps du robot pour encaisser les flammes du monstre. Mais le prix à payer est lourd. Kazuo l'avertit que l'efficacité du réacteur spirituel est tombée au niveau D et qu'il risque de céder à tout moment. Pour ne rien arranger, l'Oni est en train de charger une attaque finale dévastatrice et Yura comprend que leur seule option à présent est de battre en retraite. Mais Takeru refuse de reculer. Il ne peut pas risquer de perdre Tsukimiya dans cette bataille. Alors, il affronte de plein fouet la puissance déchaînée de l'Oni, absorbant tout l'impact et révélant, ce faisant, le pouvoir que tout le monde attendait de voir. Fort de cette nouvelle force, il fonce droit sur l'Oni, qui parvient tout de même à contre-attaquer avec une ruse bien pensée. L'Oni passe par une porte et ressort derrière Takeru, visant à transpercer son torse. Mais Takeru était déjà mort ainsi une fois auparavant. Il savait exactement ce qui allait se passer. Anticipant le prochain mouvement de son adversaire, il frappe le premier et remporte la victoire du duel. Lorsque le combat prend fin, la brume noire se dissipe et Takeru ressent une fierté immense d'avoir pu sauver sa bien-aimée Tsukimiya. Mais tout n'est pas rose ce jour-là. Sans prévenir et sans raison apparente, Takeru commence soudain à souffrir d'une réaction étrange. Tandis que plusieurs copies identiques de lui-même apparaissent comme s'il était en train d'être cloné, Yura, complètement déboussolé, quitte le Shikigami et se précipite pour secouer son partenaire, essayant de le réveiller. Mais Takeru ne se réveille pas, quoi qu'elle fasse. La situation empire. Le Shikigami se retrouve enveloppé par la brume noire et s'anime soudainement, se transformant lui-même en Oni, déchaînant alors le chaos dans toute la ville. Face à ce désastre, Abinozem est contraint d'intervenir personnellement pour contenir la créature. Pour cela, il invoque Toda, le général céleste du Sud-Est, qui se tient désormais devant Takeru.